Salut, tu viens de voir le titre de cette vidéo et tu te dis, il est quand même pas vachement en avance le mec. Ouais, ça fait 2 ans que la pandémie a commencé, mais en fait je pense que c'est un délai suffisamment long pour qu'un philosophe puisse enfin exprimer quelque chose. Le plus flagrant dans cette crise, ça a été la violence. En effet, ça venait de partout. T'avais la violence réelle de la maladie. De nombreuses familles se retrouvent privées de leurs défunts, alors que la barre tragique des 100 000 morts a été franchie en France. La violence des réactions par rapport à cette maladie. De part et d'autre des grillages, des familles, des amis se donnent rendez-vous ici pour s'apercevoir quelques instants. Et la violence engendrée par la violence des réactions, engendrée par la violence de la maladie. Ça fait beaucoup de violence. Il y a des familles qui se sont déchirées. Il y a des pays qui se sont divisés. Il y a des amitiés qui se sont brisées en raison simplement de cette crise. Car la crise du Covid, elle a mis en exergue, elle a mis en lumière des structures quasiment archaïques à l'intérieur de nous. Et il est intéressant d'en avoir un petit peu conscience si on veut pouvoir reconstruire après cette crise. Tu vois, c'est une manière un petit peu simple de tirer de la sagesse d'événements très pénibles. Premièrement, la crise sanitaire que l'on vient de vivre a dit énormément de choses de notre rapport à la mort. Si tu veux, j'ai fait une vidéo sur la mort, tu peux la regarder. Alors je dois avouer que j'ai été particulièrement interloqué par notre rapport à la mort tel qu'il a été manifesté pendant cette crise. On a eu l'impression que les personnes découvraient qu'elles pouvaient mourir. Cette peur de la mort qui est relativement instinctive, puisque le seul instinct qui nous est resté, c'est globalement l'instinct de survie, elle était bien plus présente chez des personnes âgées. Tu vas me dire, non mais c'est normal, les personnes âgées, elles sont proches de la mort, alors résultat, elles en ont un peu plus peur. Mais justement, non. La personne qui est le plus proche de la mort, elle sait que c'est inéluctable, que cela va arriver. À moins qu'elle ait passé l'entièreté de sa vie à ignorer le fait qu'elle allait mourir. Si un jour je décède à un endroit, je reste dans cet endroit empaillé. Vous voyez, d'ailleurs, ça s'entend à ce que je dis, si un jour je décède, en fait c'est pas si, je vais, mais j'arrive pas à me l'avouer. Bref, j'aimerais être empaillé. Et en fait, pendant cette crise, ce qui a été manifeste, ça a été l'immaturité abyssale de la plupart des personnes face à leurs propres conditions. Et alors je dis ça sans juger personne, parce que je sais bien qu'on a plus ou moins des contextes qui favorisent cette prise de conscience du fait que l'on va mourir. Mais je déplore quand même que c'est cette peur archaïque qui a guidé l'ensemble de notre vie pendant à peu près 2 ans. On a vu des personnes, et même qui continuent encore, à se couper volontairement du monde par peur de la mort, et donc à cesser de vivre parce qu'elles risquaient de mourir. Tout le monde semblait prêt à sacrifier l'amour de la vie à la peur de la mort. Et bien pour moi, c'est un contresens sur la condition humaine. Le problème, c'est qu'une telle logique peut se transformer rapidement en paranoïa complète. Et le simple fait de prendre la voiture, de sortir de chez soi, de rencontrer quelqu'un, eh bien ça nous expose à un risque. Une des premières choses à faire lorsque l'on s'avance dans la sagesse, et même lorsque l'on s'avance dans le monde adulte, c'est de prendre conscience que peut-être on va perdre la mémoire, qu'on va être gravataire, qu'on va être sénile, que peut-être aussi on va être incontinent, on va se faire dessus, on va être un poids pour les autres. Ça fait partie de la destinée humaine, et il faut en avoir conscience, et il faut l'accepter, car sinon la peur de mourir, la peur de finir comme ça, va nous faire cesser de vivre. La deuxième chose qui a été flagrante pendant cette crise, ça a été notre rapport à la loi. J'ai été très étonné pendant ces 2 années du rapport à la loi que nous entretenions. C'est-à-dire que cette loi nous permettait de nous déresponsabiliser. Lorsque je parle de la loi, je parle de celle qui a été donnée par les députés, comme du règlement intérieur de certains établissements, comme des règlements de certains magasins, comme des règles que l'on a mis en place en famille. Ce qui a été particulièrement flagrant, et j'ai pu en faire l'expérience, c'est que cette loi a évolué quasiment toutes les semaines, en fonction des découvertes scientifiques, mais aussi en fonction du bon vouloir des personnes qui donnaient ces lois, et que ce n'était plus le contenu même de la loi qui était la valeur principale de cette loi, mais le fait que cette loi était une loi. Par exemple, le fait de mettre un masque et que cela soit obligatoire, c'était très étonnant que certaines personnes, seules dans leur voiture, se mettaient à mettre le masque. Pourquoi la loi voulait que la personne mette un masque? C'était pour empêcher qu'elle transmette cette maladie. Mais certaines personnes ont voulu
faire du zèle par rapport à la loi, pensant qu'en obéissant plus à la loi, il serait plus en sécurité. Ce rapport à l'interdit, à la loi, trouve son fondement dans notre éducation et dans notre enfance. Structurellement, l'enfant est persuadé que plus il obéira, mieux il obéira, plus il sera soit aimé de ses parents, soit en sécurité, et ainsi de suite. L'âge adulte commence lorsque l'enfant se met à interroger le contenu même de la loi et à en jauger la rationalité. Or, tant que la personne est sous le mode de l'enfance, alors elle va obéir à la loi parce que c'est la loi, et elle ne va même pas s'interroger sur le contenu même de la loi. Il y a un moment où quand on nous dit le masque ne sert à rien, mais il faut le garder, et le couvre-feu ne sêtre à rien, mais il faut quand même le maintenir, ça va être difficile de respecter. Et on a vu des personnes se protéger, se déresponsabiliser en disant « nous devons appliquer cela parce que c'est la loi ». Alors que parfois, le contenu de la loi était soit inutile. Je prends pour exemple le fait d'interdire à des gens de se réunir debout mais qu'ils pouvaient le faire assis, soit dangereux. Je prends pour exemple le fait que le gouvernement pendant un temps a demandé aux gens de ne pas mettre de masque, soit ayant des conséquences désastreuses. Par exemple, les étudiants obligés de réaliser leurs études pendant 1 an voire 1 an et demi en visio devant un ordinateur. Mais le plus inquiétant dans cette crise, c'est le fait que les personnes se protégeaient en disant que c'était la loi. Alors que des personnes pouvaient les invectiver en essayant d'interroger leurs raisons pour produire un débat constructif et rationnel, ces personnes-là répondaient « c'est le règlement ». Ainsi, ça a été la peur de la sanction, l'humiliation publique pour ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires, la peur de la désobéissance et la peur de la mort, mais ça on l'a déjà vu, qui a fait en sorte que certaines personnes faisaient du zèle, allaient au-delà de ce que la loi demandait. Par exemple, pendant un temps, la loi interdisait à plus de 10 personnes de se réunir pour des obsèques. Certains représentants religieux ont décidé que ce ne serait pas 10 personnes, mais 3 personnes. Faisant du zèle par rapport à la loi, ils pensaient rassurer les personnes, se protéger de toute sanction, et donc se faire bien voir. Avec du recul, le philosophe que je suis est glacé par le rapport à la loi que nous avons eu pendant 2 ans. Mais je dois vous avouer que ça me sert de leçon. C'est que je me suis rendu compte que moi-même, dans mon rapport à la loi, j'avais à m'ajuster. Car ce qui est important dans la loi, c'est son contenu et son rapport au vrai et au bien. Ce qui est très bon, c'est que après ces 2 ans de crise, eh bien, on sait quel est le rapport que nous devons avoir à la loi. Un rapport équilibré et sain qui va interroger le contenu de la loi et non plus simplement son application. À loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. La liberté, c'est le 3e ressort qui a été mis en exergue par cette crise, ou plutôt notre rapport à la liberté. Alors vous savez, la liberté, c'est un sujet assez classique en philosophie. Je vais pas passer par 4 chemins, je vais vous en donner la définition. La liberté, c'est une propriété de la volonté qui vous permet de vous déterminer par vous-même. Et même si on veut aller plus loin, est véritablement libre la personne qui est capable de se déterminer par elle-même en vue de son bien à elle. On comprend davantage ma liberté s'arrête là où celle des autres commence, c'est-à-dire que ma liberté ne doit pas empêcher quelqu'un de se déterminer à son vrai bien. Lorsqu'on a vu des personnes âgées être complètement isolées et ne plus pouvoir voir personne, finir en dépression, lorsque l'on a vu des jeunes commencer à se suicider, lorsque l'on a interdit à des personnes d'aller voir leurs proches qui étaient mourants. Donc ces derniers jours, qui ont été des jours de détresse, vous ne pouviez parler avec lui qu'à travers une tablette, Exactement. 1 demi-heure par jour, Tout et à encore en semaine. Exactement, en semaine, mais pas en week-end. Que vous disait votre père dans ces moments-là? Sortez-moi de là, je vais crever les enfants. Sortez-moi de là. Alors, on a atteint fondamentalement la liberté. De la même manière, lorsque l'on a conditionné certains aspects de la vie à d'autres choses imposées, et qu'on a préféré que certaines personnes perdent leur travail, perdent leurs droits, perdent leurs entreprises, si elles n'obéissaient pas à une injonction gouvernementale, alors on a accepté que la liberté soit piétinée. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce par quoi on a conditionné toutes ces choses était mauvais. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons accepté que nous soyons capables de conditionner la liberté, de travailler, d'entreprendre, de voir ses proches, à une injonction légale, sociale, basée sur la croyance. Je comprends la situation de l'employeur, mais je comprends aussi la situation de ces personnes-là qui sont désespérées de devoir être finalement
confrontés à une absence de liberté de choix. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de retrouver je ne sais quel statut. Non, ils veulent que leurs droits soient reconnus. Or, ceci, d'un point de vue philosophique, est parfaitement inquiétant. Notre capacité à nous déterminer à notre véritable bien ne doit pas être conditionnée ni monnayée. Et il est vrai que ces 2 années de crise Covid ont été parfois l'occasion d'une reconquête de la liberté, au prix parfois du confort, de la sécurité, voire même parfois d'une vie. La 4e mise en lumière qu'a produite cette crise Covid, ça a été sur la pression sociale. Il y a 2 aspects qui pour moi sont à prendre en compte. Premièrement, le conformisme. Deuxièmement, le rapport à l'altruisme. Le conformisme tout d'abord. Combien de personnes ont expérimenté la difficulté de ne pas prêter la voix à des choses avec lesquelles nous n'étions pas forcément d'accord ? En effet, lorsque nous étions dans un groupe qui pensait tous de la même manière, soit contre les mesures sanitaires, soit pour les mesures sanitaires, combien il était difficile de se maintenir dans notre avis propre. Et même parfois de tenir dans le fait de ne pas avoir d'avis. Ce qu'on dit au jour le jour ou ce qu'on pense au jour le jour ne me touche pas. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en accord avec moi-même 10 ans plus tard. Deuxième rapport à la pression sociale, l'altruisme. Combien de chantages ont été utilisés par altruisme pour accepter des choses qui en définitive ne servaient à rien. Par exemple, certains ministres ont déclaré qu'il fallait mettre les personnes âgées d'un côté pendant les repas de fête et les autres personnes de l'autre côté. Donc on peut aller chez Papy et Mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en 2, Papy et Mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est des choses aussi simples. Mais si ces personnes étaient dans la même maison et donc touchaient la rampe de l'escalier, allaient dans les mêmes toilettes, et on revient au rapport à l'obéissance à la loi et à la peur de la mort. Mais sous prétexte d'altruisme, on en est venu à être complètement envahissant, complètement tyrannique. Et ça rejoint beaucoup de comportements toxiques que l'on trouve habituellement dans certaines familles, où les parents, par altruisme, deviennent trop envahissants avec les enfants. Et donc ces 2 ans de Covid nous invitent à prendre du recul par rapport au conformisme et aussi à l'altruisme forcé. Il y a une mesure à tout, l'important c'est de trouver la bonne vertu. La 5e chose que cette crise a révélée, c'est notre rapport à la vérité et aux médias. À la fin d'une vidéo humoristique dans ma tête sur le Covid, j'avais cité une phrase qui déclarait que la première victime de la guerre, c'était la vérité. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vrai. Les médias, les journalistes ont été capables de tenir un ensemble de discours contradictoires sans aucun problème et sans aucun scrupule. L'important, c'était de donner la vérité du jour et donc de s'adapter en fonction de cette vérité-là. Un coup, les masques étaient importants, un coup, ils ne l'étaient plus. Un coup, un traitement était 100% efficace, de l'autre, il l'était plus du tout. Un coup, un autre traitement était absolument pas efficace et en fait, l'étude était fausse. Malgré ces erreurs, malgré ces incohérences, malgré ces contre-vérités, la plupart des personnes se sont cramponnées aux médias pour essayer de l'obtenir. Et lorsque je parle de médias, évidemment, je parle des médias officiels comme des médias alternatifs qui parfois ont fait énormément de dégâts en déclarant des choses extrêmement fausses, non fondées, faites pour inquiéter, pour conforter les personnes qui pensaient déjà qu'il y avait un complot. Mais par ailleurs, il y a eu les réseaux sociaux qui ont entretenu les personnes dans leurs propres convictions par des algorithmes qui vous suggèrent uniquement ce qui convient à votre propre pensée. Ainsi, il était aisé de pouvoir prévoir les réactions des uns et des autres et aussi de pouvoir les solliciter. Ainsi, la leçon que nous pouvons avoir par rapport à cette crise Covid, c'est le fait de se retirer, de prendre du recul par rapport aux médias, par rapport aux journalistes. Et après ces 2 ans de Covid, je peux le dire, les journalistes sont les contraires des philosophes. Ils ne cherchent pas la vérité qui dure, ils cherchent la vérité qui peut être vendue, la vérité qui rapporte. Voilà, cette vidéo se termine. Elle était importante pour moi parce que après 2 ans, c'était important de pouvoir tirer les leçons de ce que nous avons vécu. Parce que nous ne savons pas ce que nous allons vivre plus tard, mais nous savons quelle force nous avons aujourd'hui dans notre intelligence. J'espère qu'au moins cette vidéo t'aura fait penser. Abonne-toi,
Abonne-toi et tu peux commenter. Abonne-toi, abonne-toi et tu peux partager. Abonne-toi, abonne-toi, petit fripounet. Abonne-toi, abonne-toi et fais-moi penser. Appuie fort sur la cloche pour être bien averti quand les vidéos sortent, qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Tu verras, FM Porte, il est vraiment très gentil. Et si tu lâches un j'aime, il sera clairement ravi. On n'est pas encore potes, on peut devenir amis. Y a Platon, Aristote et même des colibris. Moi dans le fond, ce qui m'importe, c'est que tu apprennes ici des choses de toutes sortes, c'est ça la philosophie. Abonne-toi, abonne-toi et tu peux commenter. Abonne-toi, abonne-toi et tu peux partager. Abonne-toi, abonne-toi, petit fripounet. Abonne-toi, abonne-toi et fais-moi penser.